Le sujet est au cœur de nombreuses discussions aujourd'hui à la machine à café. Va-t-il bientôt falloir un pass sanitaire pour aller au bureau? On en parle avec notre invité, Joseph. Oui, notre invité Christophe Nguyen, qui est donc psychologue spécialiste en santé mentale au travail, président du cabinet Empreinte Humaine, un cabinet spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux au travail et auteur d'un livre Santé psychologique au travail et Covid-19, le pouvoir des bonnes pratiques aux éditions Debec. Et oui, la santé mentale au travail est au cœur de toutes les discussions en ce moment, Arthur. Oui, et d'autant qu'elle s'est dégradée, cette santé mentale, depuis le début de cette pandémie, depuis de longs mois maintenant. État anxieux, dépressif, recours aux antidépresseurs, hospitalisation pour tentative de suicide. Différents indicateurs montrent que nous sommes dans le rouge depuis le début de cette pandémie, s'agissant du moral des Français. Les fêtes de fin d'année se dérouleront donc encore sous le signe de cette pression sanitaire qui pèse de plus en plus sur le moral. Et donc cette nouvelle mesure qui est en discussion aujourd'hui. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, réunit en effet les partenaires sociaux pour parler de ce pass sanitaire qui sera peut-être bientôt obligatoire pour se rendre au bureau. On le disait au moment où cette pression sanitaire pèse depuis de longs mois sur les Français. Nous allons donc en parler avec notre invité Christophe Nguyen. Des entreprises qui ont déjà fait savoir, notamment par l'intermédiaire du MEDEF, qu'elles étaient plutôt hostiles à ce pass sanitaire obligatoire pour se rendre au bureau. Les entreprises n'auront pas d'autre choix, notamment que de suspendre a priori les réfractaires. Nous sommes donc avec Joseph Nguyen. Bonjour. Oui, bonjour. Christophe Nguyen, pardonnez-moi pour cette erreur de prénom. Christophe Nguyen, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure qui est donc étudiée aujourd'hui au ministère du Travail avec les partenaires sociaux, cette possibilité de voir le pass sanitaire désormais obligatoire au bureau? Oui, je pense que les salariés, comme dans la population générale, sont plutôt partagés par rapport à ce type d'obligation, de contrainte. Ce que je peux dire, c'est qu'on a beaucoup de salariés en difficulté psychologique aujourd'hui, qui évoquent que pour eux, ça pourrait être une bonne solution. C'est assez contrasté, et ils comprennent pas, pour certains, que le pass sanitaire ne soit pas rendu obligatoire, considérant quand même qu'il y a des efforts à faire par tous. Maintenant, se pose la question effectivement de la logistique, de la mise en place de ce type de dispositif, mais aussi on sait que ça va potentiellement exacerber des tensions qui existent dans l'entreprise comme dans la société, et ils craignent notamment les grands débats autour des pro-vaccins et des anti-vaccins, ce qui peut créer des tensions nouvelles dans l'entreprise et qui n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Oui, finalement, vous nous dites que ça va agir à la fois peut-être positivement pour ces travailleurs qui ont besoin d'être rassurés à propos de cette crise sanitaire, mais que c'est évidemment à double tranchant et que ça risque de renforcer les tensions avec ceux qui sont plutôt hostiles à la vaccination. C'est bien ça ? Oui, et puis j'ai envie de dire de générer des débats qui sont source d'anxiété, anxiété qui est déjà très présente dans l'entreprise. On sait que dans la dernière étude de Coviprev, de Santé publique France, mais aussi des études qu'on a pu réaliser, qu'il y a des niveaux de détresse psychologique, d'anxiété qui sont quasiment 2 fois plus qu'à la normale. Donc ça se manifeste par effectivement des tensions, par de l'hostilité, de l'agressivité également, des incivilités entre les personnes, et il va falloir être très vigilant quant à la mise en place et aux discussions qu'il va y avoir autour de ce pass sanitaire, en sachant que quand même on a 90% de la population qui est vaccinée, et donc on a une petite minorité de gens qui peuvent être réfractaires. Il va se poser la question de la gestion effectivement de ces personnes-là, c'est-à-dire soit du télétravail si c'est possible, en prenant en compte que ça va aussi potentiellement être une source d'iniquité par rapport à ceux qui ont un télétravail dit hybride avec quelques jours. Eux, est-ce qu'on va les mettre à 100%?
avec les difficultés qu'on connaît sur le plan, j'ai envie de dire, de la cohésion d'équipe et de la gestion par l'entreprise. Et puis aussi l'iniquité quant à ceux qui sont encore dans les locaux et qui ne pourront pas, eux, télétravailler. Donc, est-ce qu'on va suspendre leur contrat? Ça va créer, encore une fois, des discussions. Mais je crois qu'effectivement, il faut voir les choses largement et prendre en compte les impacts sur le collectif, hein, bien entendu, des entreprises bien mises à mal par rapport à cette crise-là. Hein. Christophe Nguyen, comment vous le mesurez concrètement, ce moral des Français au sein des entreprises? Vous avez des outils? Est-ce que vous constatez vraiment, vous, dans votre travail de psychologue du travail, une hausse depuis le début de la pandémie, des états anxieux, dépressifs, une hausse, je sais pas, du recours aux antidépresseurs ou des hospitalisations même, dans les cas les plus graves, pour tentative de suicide? Oui, on le voit effectivement dans toutes les entreprises et nos études chez Empreinte Humaine rejoignent celles de Santé publique France, hein, qui montrent que les actifs ont été les plus impactés, hein, d'un point de vue de la santé mentale par rapport aux autres, et notamment ceux qui étaient en télétravail, en chômage partiel, par rapport à ceux qui étaient encore dans les locaux. Donc on voit que la mise en place de certaines mesures sanitaires ont un effet négatif sur la santé psychologique. Les populations les plus touchées, hein, ce sont les managers, hein, et puis des études notamment de santé publique, de Malakoff ont montré qu'il y avait eu 2 fois plus d'arrêts maladie pour des raisons psychologiques pour les managers, une augmentation très importante pour l'ensemble de la population. Et si on fait une priorisation, hein, de populations plus exposées, c'était les jeunes, hein, de moins de 29 ans, et puis les femmes. Donc on voit qu'il y a effectivement plus d'arrêts maladie, hein, plus de troubles, hein, psychosociaux, et un épuisement professionnel très important parce que il y a eu énormément de mesures à mettre en œuvre, les impacts des différents confinements, hein, qui ont touché aussi les salariés. Mais en plus de cela, le travail lui-même s'est dégradé et la moitié d'entre eux disent avoir aujourd'hui des difficultés psychologiques à cause du travail. Donc on voit qu'il y a aussi cette appréhension, hein, des employeurs à faire en sorte qu'on ne vienne pas encore une fois mettre en place du 100% télétravail, désorganiser aussi le travail et encore plus dégrader la santé mentale des salariés. Alors vous venez de nous dire que finalement les jeunes et les femmes sont plus touchés par ce phénomène. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Oui, alors les jeunes comme les étudiants, hein, mais les jeunes aussi en entreprise, eux ont particulièrement souffert des différentes mesures comme le 100% télétravail, parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de construire leur repère professionnel et de savoir comment finalement ils pouvaient travailler, hein, parce qu'à distance c'était très difficile d'apprendre ce que c'était d'être un salarié, hein, on va dire, d'une entreprise, qui faisait quoi, qui s'occupait de quoi. Donc ce manque de repères, du coup, crée de l'inconsistance, hein, pour eux, et quand on se retrouve chez soi isolé, ça peut être particulièrement stressant. Et puis toutes les questions effectivement de crainte de perdre son emploi, de repères qui n'étaient pas là. Les femmes, parce que ça a exacerbé les inégalités qu'on connaît, hein, structurelles, en termes de responsabilité de la gestion des enfants, de la maison en tant que telle, et que c'était finalement la double tâche qui était exacerbée. Donc on voit que les inégalités finalement structurelles, hein, ont été exacerbées avec les différentes mesures. Puis ce sont aussi les femmes qui aujourd'hui veulent plus passer à temps partiel, hein, pour s'occuper de leurs responsabilités familiales par rapport aux hommes. Donc on voit aussi que ça peut remettre un coup sur ces inégalités. Ouais. Sur la question du télétravail, comment c'est vécu ça par les travailleurs? On en a forcément des disparités là aussi, j'imagine. Il y a des gens qui tout simplement ont plutôt bien vécu le fait de pouvoir travailler à distance, et puis il y en a d'autres pour qui ça a été très dur. Oui, tout à fait. Alors, disons que c'est pas le télétravail en lui-même qui pose un problème, hein, sur la santé mentale, mais les conditions, hein, du télétravail, c'est-à-dire la question déjà du logement. Est-ce que on a un appartement qui est exigu et donc dans 40 mètres carrés, c'est pas la même chose que dans un 100 mètres carrés au bord du lac d'Annecy, hein, par exemple. Forcément, le vécu est pas le même. C'est la question de pouvoir aussi s'isoler en fonction de la structure de la famille, hein, si on a une personne dépendante, si l'autre conjoint télétravaille. Mais c'est aussi la question du travail en lui-même. Est-ce que je suis capable de tout bien faire en télétravail? Et on voit que beaucoup, après 2 ans de crise, s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de choses qu'ils préfèrent faire quand même dans les locaux.
comme par exemple apprendre, collaborer, faire des réunions, partager sur des sujets complexes. C'est beaucoup plus simple avec des interactions sociales dans les locaux qu'à distance. Et donc ça, c'est toute la question de pouvoir avoir une activité de travail qui soit adaptée et prendre le meilleur des deux mondes entre l'isolement bénéfique que peut apporter le télétravail, pour travailler sur des sujets de fond, par exemple, ça demande de la concentration, et puis les dimensions plus collaboratives, où là, c'est quand même mieux dans les locaux. Et on voit que beaucoup, on va dire, sont revenus sur le 100% télétravail avec cette crise, là où avant, on avait 90% qui voulaient continuer à le faire de façon pérenne, on voit que c'est plus que 10% aujourd'hui. Donc on voit bien une évolution. Oui. Et les personnes qui le vivent très bien, ça dépend aussi de leur métier. Et puis il faut être attentif à ce qu'ils nous disent, parce que certains ont été réticents à revenir dans les locaux avec cette rentrée. Pas que pour des questions de risque de contamination, mais aussi parce qu'ils voulaient plus s'exposer aux irritants d'antan, avoir un manager sur le dos, avoir des conflits avec l'équipe, ou alors ça peut être aussi un signe de détachement de l'entreprise potentiellement. Donc ça, les employeurs sont assez vigilants et peu finalement sont d'accord pour un télétravail, j'ai envie de dire, constant, pérenne et puis très très important. Alors on a compris qu'il y avait de fortes disparités, mais si vous deviez faire peut-être, puisque c'est à la mode, un rapport coût-bénéfice-risque s'agissant du télétravail, ça serait plutôt positif ou négatif à l'échelle de tous les travailleurs, Christophe Nguyen? Ouais. Moi, je crois que c'est une formidable opportunité pour repenser le travail et sa durabilité, j'ai envie de dire, parce qu'on voyait déjà un certain nombre de problématiques d'équilibre des vies qui étaient une grande source d'insatisfaction pour les salariés français historiquement. Parce qu'on faisait beaucoup trop d'heures, il y avait des transports en commun, il y avait du présentéisme en tant que tel, et puis un management un peu trop vécu comme contrôlant et pas assez dans le suivi et l'accompagnement. Donc je pense que le télétravail a ceci de positif, et surtout si on a une activité qui prend en compte qu'il y a un besoin effectivement de construire un collectif et qui ne peut pas se construire uniquement à distance, parce qu'on voit très bien que c'est pas suffisant pour créer un affect d'équipe, un sentiment d'appartenance, et ça tous les télétravailleurs l'évoquent. Ça dépend aussi du job qu'on a. C'est vrai que si vous êtes dans l'IT, le web en tant que tel, et que vous avez plutôt un travail de transaction, de livrable au jour le jour en tant que tel, c'est pas la même chose qu'effectivement quand on est dans la co-construction dans la collaboration forte avec d'autres. Donc je crois que c'est positif et on voit des gains de productivité. Maintenant, je pense qu'il faut l'encadrer encore. Il y a les droits et les devoirs des télétravailleurs qui sont toujours pas éclaircis. C'est-à-dire, est-ce que je peux avoir de la flexibilité pendant ces journées où je suis à distance. C'est les postures managériales qui ont bien évolué, je trouve positivement, parce qu'ils étaient obligés de faire confiance. Mais on voit aussi que les managers se posent plein de questions. Ils savent plus trop où mettre la limite pour la moitié d'entre eux, entre trop contrôler et laisser faire. Donc on voit que il y a encore du boulot sur le télétravail et de clarification. Mais je Christophe trouve que Nguyen, c'est positif. Voilà. On va rester avec vous. Vous allez continuer à nous éclairer sur ces problématiques dans un instant. Mais d'abord, on va essayer de se donner un peu de baume au cœur. On va jouer, Joseph. Joyeux Noël avec Sud Radio. Et oui, c'est Noël sur Sud Radio et votre cadeau au pied du sapin, peut-être Arthur de Noël. Et Sud Radio vous offre plein de choses, des iPhones, des tablettes avec Cash Express, des produits de beauté, même des CD potentiellement dédicacés par Julien Doré. Et appelez pendant la pub 0826 300 300. On se retrouve, appelez pour gagner ces jolis cadeaux sur Sud Radio. On est ensemble sur Sud Radio pour parler de pass sanitaire. Doit-il être obligatoire en entreprise? On parle aussi de santé mentale au boulot, de la pression qui est vécue par tous les salariés, notamment, et de cette potentielle obligation vaccinale. On en parle avec Christophe Nguyen, psychologue du travail et président du cabinet Empreinte Humaine, un cabinet spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux au travail, auteur de Santé psychologique au travail et Covid-19, le pouvoir des bonnes pratiques, un livre à retrouver aux éditions de Bec Supérieur. Et on est aussi avec une dame, Elisabeth, qui a vécu justement cette pression au travail. Arthur, qui travaillait avec les personnes handicapées, aide à domicile. Bonjour Elisabeth.
Bonjour. Bonjour Elisabeth, merci de nous appeler au 0826 300 300 pour nous faire part de votre expérience. Vous avez été vous-même bien concerné par ce phénomène de santé mentale au travail. Vous avez dû vous arrêter, c'est ça? Oui, alors en 2015 déjà, je travaillais donc auprès de personnes dans une API où j'ai craqué parce que j'étais pas en phase avec ce qui s'y passait. Et là, j'ai refait. Alors, j'avais fait une conversion, mais j'ai refait aide à domicile. Et là, alors là, avec le Covid, ça a été démissionné. J'ai fini par démissionner. J'ai craqué, quoi. Voilà. C'était auprès des personnes âgées, donc bien sûr, c'est souvent comme ça. Et ben là, j'ai arrêté au mois de septembre. Alors, Elisabeth, vraiment, j'en pouvais plus. En plus, on a nous forcé à nous vacciner. Voilà, moi j'ai mon point de vue. C'est ça qui a un peu pesé et qui vous a vraiment causé le burn-out, c'est cette obligation vaccinale? Oui. J'estime qu'on a le choix. Je me suis jamais fait vacciner contre la grippe, que je n'ai jamais eu. Donc c'était cette obligation. Voilà, c'était ça où je perdais mon travail d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Voilà. Finalement, vous avez fait le choix de quitter votre travail, Elisabeth. Voilà. Parce qu'en plus, donc j'ai perdu mon compagnon aussi d'un cancer au mois d'août. Et tout ça a fait que j'ai dit non, c'est fini, quoi. Voilà. Alors, Christophe... En plus, même dans les milieux hospitaliers, c'était terrible de ne pas pouvoir accompagner parce que justement, on se passe. Enfin, voilà, c'est pas. Alors, surtout l'aide à domicile, c'était ça, ou le vaccin, ou la porte. Oui. Et moi, j'ai choisi d'en partir. Alors, merci beaucoup pour votre témoignage, Elisabeth. Christophe Nguyen, peut-être une réaction tout simplement au vécu que vient de nous décrire Elisabeth et à sa santé mentale finalement qui s'est dégradée sous l'effet de cette crise sanitaire et des angoisses peut-être renforcées notamment avec le vaccin. Oui, c'est-à-dire que effectivement, c'est à mettre dans un contexte où Madame Elisabeth a évoqué qu'elle était déjà pas en phase avec un certain nombre de valeurs qu'il y avait dans son milieu de travail. Donc effectivement, c'est un contexte à prendre en compte. Et la question des obligations qui peuvent aussi poser des questions quant aux valeurs des personnes vis-à-vis du vaccin, ce qu'on s'en représente, ce que ça signifie, peut effectivement augmenter le risque de difficultés psychologiques, ça c'est évident, et qui peut s'exprimer soit par de l'agressivité, soit par des mouvements de départ, de l'absentéisme, du retrait au travail, ce genre de choses. Donc effectivement, ça risque d'exacerber ces tensions-là. Alors, soit au niveau collectif ou au niveau d'ailleurs des personnes. Donc c'est là où j'invite moi plutôt les managers qui vont devoir gérer ça à l'échelle de chaque équipe à pouvoir discuter de ça. Mais là on touche à des valeurs des personnes parce que il y en a quand même 10% des salariés qui sont ou des Français même qui sont très réfractaires à la vaccination. Oui. Et je crois qu'il va falloir gérer cette situation au cas par cas. C'est la seule solution. Est-ce que vous-même, vous avez été confronté à des personnes que vous accompagnez qui, comme Elisabeth, ont fait le choix de quitter leur travail plutôt que de se soumettre, par exemple, à cette forme d'obligation vaccinale ? Oui, on l'a vu dans le milieu hospitalier, par exemple. Beaucoup préféraient plutôt quitter, mais parce que aussi ils n'arrivaient pas à se reconnaître dans leur travail, dans la façon dont ils se mettaient en place à cause des mauvaises conditions de travail, finalement, déjà à l'origine. Et je crois que c'est aussi l'occasion de discuter du travail. Cette obligation, qu'est-ce qui fait que finalement on préfère peut-être quitter un job plutôt que d'y rester et effectivement de se faire vacciner. Mais dans tous les cas, je crois qu'il y a des ajustements à faire. L'enjeu, ça va être de prendre en compte l'équité, d'accompagner les personnes et en même temps il y a des efforts à demander à tous. Donc je pense que ces efforts peuvent être entendus aussi. Il y a peut-être aujourd'hui des équipes qui comprennent que certains ne sont pas vaccinés, donc qui respectent les gestes barrières, qu'ils font attention, mais je crois que s'il y a par exemple des moments à risque, on enlève le masque.
Je pense à la restauration collective ou aux pauses, que sais-je. Je pense qu'il y a un certain nombre de règles à mettre en œuvre. Mais dans tous les cas, ça peut être une source de tension qui peut effectivement augmenter le risque de problématiques, oui. Et de votre point de vue, est-ce que aujourd'hui, on fait suffisamment pour accompagner les salariés sur ces questions de santé mentale concrètement dans les entreprises? Est-ce que il y a suffisamment, par exemple, de psychologues au travail qui sont à même d'aider les gens dans leur quotidien? Disons qu'avec la crise, on a vu quand même une prise de conscience. Les entreprises qui finalement étaient contraintes à mettre en œuvre des protocoles sanitaires pour pouvoir continuer à développer leur business et à le maintenir, se sont rendus compte qu'il fallait aussi s'occuper de la partie psychologique. Et on voit qu'il y a à peu près un tiers des entreprises qui font des choses, plutôt des grandes, plutôt que celles qui ont des moyens, qui étaient déjà structurées, qui avaient mis en place des politiques déjà de prévention. Et vous pouvez y avoir des psychologues, cliniciens ou du travail en entreprise, des lignes d'écoute psychologiques se sont massivement déployées. En revanche, on est toujours sur des mesures qui sont un peu de prise en charge au cas où d'accompagnement individuel. Et si on reprend le cas d'Elisabeth, je pense que c'est autour du travail, si les personnes s'y reconnaissent, sont engagées et effectivement peuvent bien faire leur job et qu'elles l'aiment d'une certaine façon, je pense que ça se passe beaucoup mieux. Donc c'est autour du travail où il y a encore beaucoup de choses à faire et autour effectivement du management également. Justement, autour de cette question de l'accompagnement psychologique, Elisabeth, vous nous avez dit on ne nous écoute pas assez. Quelle a été, vous, la teneur de vos échanges, parce que vous avez travaillé en plus dans plusieurs milieux, avec les personnes handicapées, en ADAPI, dans les EHPAD. Avec qui est-ce que vous avez discuté avant de dire stop? Personne, de moi-même déjà, parce que en plus, quand vous parlez des gestes barrières, on les fait déjà dans notre métier, même avant le Covid. Je veux dire, à un moment donné, on est auprès de personnes, donc il faut qu'on fasse attention, parce qu'on parle du Covid, mais il peut y avoir la grippe, il peut y avoir quoi que ce soit. Donc déjà, ça, c'est déjà mis en place. Enfin, voilà. Elisabeth, vous n'êtes pas sentie du tout accompagnée? Ah non, pas du tout, non. Vous voyez, par exemple, dans une maison de retraite, quand j'ai dit, vous vous rendez compte que le soir, moi je dis, pardonnez-moi l'expression, j'ai dit à l'infirmière en chef, on fait des jeux de vie, c'est-à-dire des personnes tellement qu'il faut aller vite, vous voyez, c'est plein de choses. Je dis ça, on me dit, oui, mais c'est comme ça, voilà. Au lieu d'améliorer des choses, tout ça faisait que, on craque, On craque. Oui, c'est ce qui se passe par exemple à l'hôpital. On entend beaucoup à longueur d'émissions de télé ou de radio où les soignants se plaignent de ne pas pouvoir bien soigner et de ne pas pouvoir bien faire leur job et qu'on compte sur leur engagement pour pouvoir compenser, on va dire, des difficultés organisationnelles, structurelles. Et là, ça pèse sur leur santé, sur leur morale, et c'est pas tenable à moyen long terme. Et on voit les désaffections aujourd'hui dans ces jobs, malgré les augmentations des primes, malgré le doublement des heures supplémentaires ou ce genre de choses. Ça peut aider, mais ce n'est qu'à court terme. Et donc, si les personnes évoquent qu'elles ne peuvent pas bien faire finalement ce pourquoi elles mettent de l'énergie et des efforts, et Dieu sait qu'il y en a dans des professions notamment de relations d'aide, eh bien, effectivement, un pass vaccinal imposé ou des mesures contraignantes de ce type-là peuvent augmenter le risque du désengagement ou des problématiques de santé mentale, c'est certain. Merci beaucoup Christophe Nguyen, on le rappelle, psychologue du travail, auteur de Santé psychologique au travail et Covid-19, le pouvoir des bonnes pratiques. Merci aussi Elisabeth qui est venue témoigner de son burn-out qui a été aggravé par la crise du Covid-19. Merci à tous les deux.